Bienvenue dans Confrontation intérieure, un podcast fait par Petit Four. De mon vrai prénom Quang Trung, normalement je vais mettre l'introduction. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, au moment où je tourne, nous sommes le 26 décembre 2023. Et si vous voyez la vidéo, vous verrez que j'ai mon petit Bibi de Final Fantasy IX. Voilà, c'est ma petite mascotte personnelle que je mets auprès de moi. Et cette fois-ci aussi par rapport au micro, j'ai décidé de le surélever un petit peu. Donc là, il y a des livres en dessous. Merci Gasquet de te sacrifier, de sacrifier ton corps pour justement me permettre au micro d'être un peu plus surélevé, vu que moi j'ai pas de truc, pour bien mettre le micro à ma hauteur. Bref, là je raconte un petit peu ma vie. Et c'est vrai que là, ces temps-ci, j'ai beaucoup tourné avec des gens et j'ai énormément apprécié tourner avec des personnes en duo. Là, j'essaye de parler pas trop vite dans mon podcast. J'essaie de rectifier aussi si j'ai des tics de langage. J'avais remarqué le tu vois. Je t'ai dit tellement de fois en revoyant mes rushs de podcast avec des invités. Je disais énormément tu vois. Donc j'ai essayé de corriger ce tic de langage que je vais corriger maintenant. Et justement, en y pensant, je vais plus y penser. Justement, je vais essayer de l'éviter. Et je l'ai aussi écrit dans mon cahier. Je sais pas si vous le voyez justement. J'ai écrit en gros tu vois. Comme ça va me permettre de me rappeler que je dois pas le dire. Bref, là je procrastinais pas mal et c'est vrai que mon premier podcast que j'ai tourné, c'était pas du tout sur la procrastination, mais c'est le premier que j'ai upload. Et là, pour ce podcast, il y avait vraiment longtemps que je voulais le faire. Je pense que ça devait faire il y a un mois. Et au fur et à mesure, en fait, je voulais trouver le bon moment, je voulais prendre des notes, je voulais vraiment réfléchir à ce que j'allais dire. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, si tu prends des notes et que à chaque fois tu reportes au lendemain, tu vas jamais le faire. Et donc, j'ai décidé de prendre des notes vite fait et on va se lancer tout de suite. Alors, donc, comme vous le savez probablement, je fais le CQPIF, donc c'est une formation pour être coach sportif. Et ça dure en général 5 6 mois, on va dire plutôt 6 mois. Moi, je le fais en 4 mois et demi, puisque c'est le centre de formation qui a décidé que je le fais en 4 mois et demi. Bref, il y a plein de détails que je parle. Non, il y a plein de choses dont, non, par rapport au CQPIF, j'en parle dans un autre podcast avec Milan. Même si j'ai remarqué qu'il y avait des éléments que j'ai zappés. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Et le sujet, en fait, là, c'est que je me suis blessé, tu vois, en haltérophilie. Parce que dans le CQPIF, il y a pas mal de cours collectifs. Non, pas des cours collectifs, mais il y a des cours où on doit tester un petit peu des sports, on va dire. Donc, il y avait quoi? On doit tester du matériel. Il y a de la Kittle, TRX, des sangles, pardon. Donc, l'haltérophilie avec les haltères. C'est quoi déjà les deux mouvements? C'est l'arraché et l'épaulé jeté. Et il y a d'autres trucs qu'on teste, voilà, on teste des séances endurance, force max, des choses comme ça, un petit peu dans le domaine du sport. Et moi, je me suis blessé justement en haltérophilie. Donc, je vais expliquer un petit peu plus le pourquoi du comment. En gros, tout allait bien. Et si vous voyez un petit peu les mouvements de l'haltérophilie, en gros, il y a l'arraché, j'ai déjà le soulevé de terre et l'épaulé jeté. Et en gros, c'est l'inverse du muscle up. Tu vois, le muscle up, si tu fais du street workout, tu vois, c'est quoi? C'est une traction explosive et tu finis avec un dips pour faire la transition en haut. Et l'épaulé jeté. Et justement, c'est quoi l'autre mouvement? L'arraché. C'est l'inverse en fait. C'est la barre, tu la tournes dans l'autre sens. Et moi, je suis pas du tout habitué à faire ces mouvements. Et même en mettant pas léger, en mettant pas lourd, justement, je me suis blessé. Et le truc, c'est peut-être la première leçon à prendre en compte, c'est que dès que tu sens une douleur, une vraie douleur, pas une douleur de fatigue musculaire où en fait tu as la flemme d'aller chercher l'échec, là c'était vraiment une douleur vraiment au niveau des tendons, je pense, et vraiment au niveau du poignet. Et j'aurais dû m'arrêter. En fait, dès que tu sens une douleur, arrête-toi. Parce que justement, si tu continues de t'entraîner, ça va empirer. Et moi, justement, j'ai continué. Évidemment, j'ai baissé les charges. Ça veut dire que c'était pas très lourd, hein. C'était à 30 kilos, l'arraché ou l'épaulé jeté, c'est pas très lourd, hein. C'est-à-dire que tu prends la barre à vide et tu mets juste deux disques de 5 kilos de chaque côté. Donc c'est pas non plus un poids inimaginablement difficile. Mais après, je suis resté vers les 20 ou 30 kilos. Et même, en fait, le fait d'ajouter des séries, de faire des répétitions supplémentaires, même si c'est pas lourd, ça rajoute quand même de la charge au niveau des tendons, ça rajoute de la charge au niveau des poignets. Et après, on a fait du deadlift à la fin. Et le combiné en fait de tout ça a fait que ça m'a fait très mal pendant. Donc je me suis blessé vers, si je dis pas de bêtises, fin octobre, début novembre. Donc ça fait vraiment plus d'un mois, un mois et demi. Et j'aurais pu limiter la casse si, justement,
bah, je m'étais arrêté avant. Et donc je vais vous expliquer aussi pourquoi je me suis pas arrêté avant. Il y avait aussi l'effet de groupe, ce que je ne connais pas forcément. Et en gros, tu vois, quand tout le monde fait la séance, bah, j'aurais pu dire à mon formateur, bah, j'arrête la séance, là je commence à avoir mal, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, en tout cas, ça va m'apprendre cette chose, c'est que voilà, si tu as une douleur, comme je l'ai dit, arrête-toi tout de suite. Ça sert à rien d'attendre le dernier moment et d'attendre en fait que tu es blessé pour t'arrêter en fait. Parce qu'en fait, si tu es blessé, bah, tu vas t'arrêter automatiquement. Et donc, en fait, vu que tout le monde faisait la séance, bah, moi aussi j'ai continué. Et bon, bref, comme je l'ai dit, j'aurais dû m'arrêter dès les premières douleurs. Et je pense que ça. Bon, après, je ne pourrais jamais le savoir, hein, vu que j'ai continué un petit peu, on va dire. Mais si je m'étais arrêté tout de suite, je pense qu'au bout d'une semaine ou peut-être 2 semaines max, ça aurait. Non, j'aurais récupéré assez bien, je pense. Et là, j'ai toujours pas retrouvé l'intégralité de ma main. Bon, quand je dis l'intégralité de ma main, c'est-à-dire que quand je suis en pronation, donc la prise que tu prends en général, tes paumes de main face à toi, j'ai du mal. En fait, ça me fait mal au poignet gauche. Et donc là, je suis plus en prise neutre, pour ceux qui connaissent. Hein, bon, vu que moi je fais du street, en prise neutre pour les tractions, bah voilà, c'est la prise entre supination et pronation, c'est entre les deux. Et ça me fait beaucoup moins mal au poignet. Donc, voilà, donc c'est une blessure que j'aurais pu éviter tout simplement. Et bon, bah voilà, ce qui est fait est fait. Et de toute façon, la conclusion de toutes ces histoires à chaque fois, c'est que tu apprends de tes erreurs. Ça veut dire que la prochaine fois, vu que c'était la première fois là que ça m'est arrivé, on va dire, je ferai beaucoup plus attention la prochaine fois parce que ça me fait beaucoup plus mal en fait d'arrêter le sport longtemps que juste une séance de 1 ou 2 heures. En fait, 1 ou 2 heures, je m'en fous en fait si j'arrête. Après, je peux regarder les gens. Et justement, après, pendant toutes les autres séances, ça m'est arrivé de regarder les personnes vu que je pouvais pas m'entraîner ou que j'étais un peu limité, on va dire. Et oui, donc là, c'était la première étape, on va dire, donc c'était la blessure. Et ça m'a mis un peu un gros coup de mou, tu vois, parce que, on va dire, durant ma carrière sportive, le mec qui se sent athlète, là, c'est fou. Mais on va dire que depuis que j'ai commencé le street, et même avant, tu vois, ça m'arrivait rarement de faire des pauses. Quand je dis pause, ça veut dire qu'en général, chaque semaine, je m'entraînais minimum, je pense, 3 fois par semaine. À part en semaine de déload. Donc une semaine de déload, c'est une semaine où tu laisses récupérer ton corps et que tu fais moins d'entraînement et tu mets moins d'intensité pour que le corps récupère. Parce que si tu bourrines ton corps tout le temps, à un moment donné, bah, ton corps il va trop subir de contraintes et après à un moment, bah voilà, il va péter. Et donc c'est important En fait, ça me perturbe là parce que là, il y a le retour vidéo et je vois le temps et je vois en fait combien de temps c'est écrit. Là, ça fait 8 minutes que je parle et je le lis en fait, je le vois. Et ça me perturbe. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas moyen d'enlever le minuteur là parce que moi je déteste voir le temps qui s'affiche. Mais bref, qu'est-ce que je disais par rapport à. Je disais quoi déjà? Alors je réfléchis un petit peu parce que là j'ai un peu perdu le fil. Parce que là je parlais du minuteur. Je crois que je parlais des douleurs. Oui, donc j'étais pas bien parce que oui, je m'arrêtais pas. Voilà, je m'arrêtais pas par rapport au sport. Vraiment 3 fois par semaine en général au minimum, à part en semaine de déload comme je l'ai dit. Et là vraiment j'ai dû arrêter. C'est-à-dire que je pouvais pas m'entraîner. C'est-à-dire que là vraiment pendant quasiment un mois je pense, je me suis pas entraîné. Ça veut dire que le mois de novembre c'était un mois vide. Là je me suis réentraîné que en décembre. Et là je vais aussi parler du pouvoir du sport et des habitudes. C'est que tu vois ce que j'avais vu aussi en cours. C'est qu'en fait, ce qui te maintient aussi en santé quand tu es très sportif, en fait, c'est le rythme, c'est le fait de toujours faire du sport. C'est ça qui te maintient aussi un bon corps, une bonne posture et une bonne articulation, des bons tendons, une bonne santé globale, tu vois. Et c'est vrai que quand tu arrêtes, en fait, là, c'est là que tu sens que ton corps, il commence à dépérir. Et moi, j'ai jamais connu cette sensation, tu vois, où ton corps, on va dire, il commence à dépérir. En fait, je l'ai plus depuis longtemps parce que bon, si vous avez écouté mes podcasts précédents, depuis environ 17 ans, je fais du sport vraiment régulièrement et je me suis quasiment jamais arrêté. Bon, si après je m'étais arrêté une fois quand j'avais fait du tennis, je m'étais blessé aussi, tennis elbow, tendinite, mais globalement, je me suis quasiment jamais arrêté pour le street et là, ça m'a fait vraiment bizarre. C'était peut-être la première fois de ma vie depuis 5 ans que je me suis arrêté dans le sport, tu vois. Tu vois? Encore une fois, le cahier, hein. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, je disais que je m'étais arrêté et ça, c'était bizarre parce que c'est ce que je regarde aussi dans des vidéos sur YouTube. Quand tu perds une habitude, quand tu loupes un jour, ça va, mais quand tu loupes le second jour, en fait, l'habitude commence à se perdre progressivement. Et vu que moi j'ai arrêté pendant un mois,
j'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai juste couru. J'ai maintenu un petit peu de la course à pied, mais pas énormément. Mais j'ai fait aussi beaucoup de vélo. Mais pour moi, en fait, le vélo, c'est pas du sport. Attention, ce que je dis, c'est pour moi, hein. Je sais que le vélo, si tu mets de la vitesse et que tu es cycliste pro, c'est évidemment du sport. Je suis pas débile. Mais moi, j'ai jamais réussi, en tout cas personnellement, à mettre une grande vitesse en vélo. J'ai jamais réussi à faire, par exemple, je sais pas, à avoir une vitesse de 20 km heure pendant 1 heure ou 25 km heure pendant 1 heure, alors que j'ai un vélo, j'ai un gravel, tu vois, donc c'est un bon vélo. Et j'ai jamais réussi à aller très vite. Vraiment. Bon, après, il y a des feux, des fois je suis pas sur la route, des fois je suis sur des passages, des pistes cyclables, des passages piétons assez grands. Donc il peut y avoir des raisons, on va dire, mais j'ai jamais roulé vite. Mais j'ai fait beaucoup de vélo durant cette période. Énormément de... Non, pas... Beaucoup de marches aussi, je crois. Je faisais toujours au moins 10 000 pas quasiment tous les jours. Et j'avais un gros sac sur moi, donc ça me rajoutait, je faisais une sorte de rucking, donc de la marche avec des poids que les militaires connaissent très bien. Et j'ai fait un peu de mobilité, j'ai fait des choses comme ça, donc j'ai travaillé d'autres axes, j'ai fait du pilates, j'ai fait beaucoup de pilates durant cette période aussi, en cours, c'était très sympathique. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, en fait, j'ai pas pu faire mes entraînements que j'aime personnellement au street workout. Ça veut dire qu'en général, voilà, soit faire un peu de force, soit faire un peu d'hypertrophie, soit juste faire du set and reps, travailler un peu les figures. Et j'ai pas pu faire tout ça. Et donc, finalement, j'étais pas bien, tu vois. Quand tu perds vraiment cette habitude, tu te rends compte à quel point bah, ça te manque et que c'était important pour toi, tu vois, le street workout. C'est là que je me suis rendu compte, et je vais en parler aussi dans ce podcast, c'est sûr, que en fait, je suis vraiment un pur mec de street, je pense. Tu vois, au fond de moi, même si j'ai pas essayé tous les sports, toutes les activités qui existent au monde, mais le street m'appelle. J'allais dire tu vois, mais je l'ai pas dit, je me suis retenu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, quand tu arrêtes quelque chose que tu aimes, tu te rends compte à quel point c'était important pour toi. Et là, on va aussi parler de la période où tout simplement j'étais pas blessé, mais je faisais ma formation CQP-IF. En gros, moi je suis dans une salle de sport, tu vois. Ah, tu vois, arrête! Bon, c'est pas grave, je l'ai dit plusieurs fois, mais je l'ai dit quand même. Moi, je suis dans une salle de sport. Et dans cette salle de sport, il y a beaucoup de cours collectifs. Donc, cross-training, pilates, gym, cross-training, haltérophilie. Bon, il y a un peu de tout. Et des cours aussi de step, des cours de Kuguro Fit, de danse, des cours. Vraiment, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi bah, les machines de musculation classiques, les poids libres, les machines assistées. Et donc, durant le mois d'octobre et novembre, j'ai plus vraiment fait mes propres séances de sport. Parce que tu vois, dans mon... Ah, j'ai encore dit, tu vois, vraiment, quand vous êtes habitué à dire une formulation, certains mots, tu t'en rends même plus compte, mais tu le dis vraiment de manière naturelle. Et là, je l'ai dit déjà au moins 5 6 fois, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ce que je disais, c'est que oui, donc je faisais plus mes séances de street workout durant le mois d'octobre à novembre, parce que durant mon stage, tout simplement, je pouvais participer à des cours collectifs, tout simplement pour apprendre, on va dire, à voir comment un cours collectif est donné, pour que le prof, pour que le coach me corrige, pour que tout simplement je teste des nouvelles activités. Et sauf que moi, c'est des choses qui me conviennent pas. Et je me suis aussi inscrit au CrossFit. D'ailleurs, je vais en parler. C'est bon pour resituer vraiment tout dans l'ordre. Là, j'ai fait vraiment dans le désordre. C'est vraiment, je me suis blessé novembre, décembre. Bah, novembre, vers fin octobre, début novembre, je me suis blessé en haltérophilie. J'étais déjà en train de faire ma formation CQPF. Et cette année, en fait, je voulais aussi arrêter un petit peu le street workout et faire d'autres activités, découvrir de nouvelles disciplines. Et je me suis inscrit au CrossFit en septembre 2023. Je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'était vers les mi-septembre. Parce que le CrossFit, si tu connais, c'est un peu du conditioning. Ça veut dire que dans la séance, tu fais du renforcement, tu fais du cardio, tu fais des espèces de circuit training où tu n'as pas beaucoup de temps de récup, où tu enchaînes. Bon, ça dépend des WOD, du Workout of the Day. C'est vraiment varié, donc des fois tu peux prendre des temps de récup de 1 minute 30, des fois tu peux enchaîner des exercices.
à basse intensité, donc il y a un peu de tout. Et c'était un peu le bordel pour mes entraînements, parce que, comme tu as pu le remarquer, il y avait le CrossFit d'un côté, il y avait aussi la course à pied que j'aimais faire, il y avait aussi le street workout que j'aimais faire, il y avait les cours à ma salle de sport, donc à Profit, il y avait des cours collectifs que je participais, il y avait aussi les cours à ma formation au CQPF. Il y a aussi des fois des petits cours où on va à la salle de musculation et on teste un peu les machines, on fait de l'endurance musculaire par exemple, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Après, à 50-60% de sa charge, après on a fait une séance force, hypertrophie, on fait des séances VMA. Bon, bref, il y a aussi du sport dans le centre de formation, kettlebell. On a fait des swings, TRX, on a fait un petit peu d'exercice, traction australienne, on a fait un peu de gainage. Donc c'est vrai que tout ce match-up, tout ce mix-up, on va dire, toutes ces activités de sport qui vont dans tous les sens, bah, je pouvais plus me concentrer sur le street workout. Je l'avais vraiment mis de côté. Je faisais limite un entraînement de street workout par semaine. Et encore, des fois, j'en faisais même pas, on va dire. Et la course à pied, c'est aussi pareil, je l'avais un peu délaissé. Et c'est là que le podcast, le nom du podcast, prend son sens. J'étais perdu, mais j'ai retrouvé le droit chemin. Quand je dis j'étais perdu, j'étais pas vraiment perdu, mais ça fait un peu putaclic, hein, donc on va le laisser tel quel. Perdu dans le sens où il y avait tellement d'activités nouvelles et je m'y retrouvais pas. Parce que tout simplement, moi je suis un mec solitaire, individualiste. Quand je cours tout seul. Quand je fais du street, c'est le matin, en général, il n'y avait personne. 90% du temps, j'étais tout seul au street workout et la course, j'étais toujours tout seul. Et ça m'arrivait vraiment rarement d'être en communauté, on va dire, même si parfois l'après-midi j'allais au street, donc je voyais des jeunes, on va dire, mais globalement j'étais souvent tout seul. Et là, j'ai fait vraiment tout l'inverse. Le CrossFit, c'était une espèce, j'ai dit une espèce de famille, mais c'était voilà un groupe soudé où tout le monde se connaissait, on avait nos habitudes, les coachs, on les connaissait, ils sont sociables. Là, c'est pareil pour les cours collectifs à ma salle de sport. C'était toujours un peu les mêmes qui venaient aux mêmes horaires, c'était toujours le même coach à la même horaire. Et pareil aussi pour le CQPIF, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Voilà, les séances étaient imposées, c'était une séance cardio, une séance où on devait tester des machines. Tout ça, c'était imposé. Et moi, je déteste l'imposition. Non, bon, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je déteste, en fait. Moi, je suis un mec qui aime la liberté, qui aime faire ses propres séances, qui aime planifier, faire ce qu'il veut, tout, ce qu'il veut, tout simplement. Et au street, par exemple, moi, j'ai ma planification. J'allais dire, elle est parfaite. Bon, faut pas déconner non plus, mais j'adore ma planification. Elle me convient à moi personnellement pour les objectifs que je veux, progresser en traction, progresser en force, progresser en 1RM. Je sais comment faire, tu vois. Ah, j'ai encore dit, tu vois. Là, je l'ai encore dit. Donc, je vais noter à chaque fois que je dis tu vois. Je vais le noter. Bon, là, on va dire que je pars à 6 tu vois. Et après, bah, si j'en rajoute des tu vois, bah, je les noterai. Donc là, je vais me le redire, mais on ne le compte pas parce que c'est un exemple. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'aime la liberté. Ça veut dire que pareil pour la course à pied, j'aimais bien par exemple avoir une séance de footing où vraiment c'était sans pression. C'est-à-dire que je courais et je courais à ma vitesse, vraiment juste pour kiffer le sport, juste pour prendre l'air, respirer. Après une séance d'endurance fondamentale avec des allures à tenir, j'aimais bien. Par exemple, allure semi, allure 10 km, allure marathon, allure endurance fondamentale où je peux parler. Et des séances seuil où c'est un peu plus dur, où ça tape un peu plus, on va dire. Ou des séances fractionnées aussi, 30-30, en fonction de ta VMA, à 100% de ta VMA, 110% de ta VMA. Pareil pour le seuil, tu peux faire 90-85%. Donc tout ça, dans ma tête, c'est clair. Je sais planifier. Et là, en fait, je n'avais plus cette liberté. Pareil pour le street, je peux planifier. Si j'ai envie de faire une séance où je travaille plus sur le nerveux, je mets très lourd. Je suis à 90-95% de ma 1RM, donc je fais 2-3 reps. Bon, ça, je l'ai pas beaucoup fait, mais j'étais plus en force avec 5 reps, où je suis à 85% environ de ma 1RM. Et c'est pareil, après, si je voulais faire de l'hypertrophie, si je voulais
comment ça s'appelle déjà, avoir une mise sous tension plus longue, la partie concentrique, je la contrôlais plus, j'étais plus dans une phase, phase négative, je la contrôlais plus 3 secondes, après je faisais boum, je remontais en explosif. Bref, tout ça, je sais, ça fait 5 ans que je le fais, et j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai testé plein de protocoles, et je sais ce qui me correspond à moi, je sais aussi le nombre de volumes que j'ai besoin, on va dire, pour maintenir un certain niveau au street ou pour progresser. Je calcule le nombre de séries ou tractions que je fais, le nombre de répétitions. Je note tout depuis 5 ans, j'ai noté toutes mes séances, je suis un psychopathe. J'ai écrit tous mes ressentis, j'allais dire, tu vois. Mais je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Et donc, voilà, là, j'étais vraiment dans l'opposé de ce que je faisais. Ça veut dire que des coachs me donnaient des séances. Évidemment, leurs séances n'étaient pas mauvaises du tout, leurs séances. C'est juste que c'était pas, comment dire, c'était pour tout le monde. Après, évidemment, si tu es plus fort ou moins fort, tu adaptes. C'est-à-dire que pour le poids du corps, si tu n'arrives pas à faire des tractions poids de corps, tu fais des tractions avec élastique ou la phase négative ou la phase concentrique. Donc, ou sinon, tu fais juste du hanging bar et après, tu fais des scapula pull-up où tu rétractes juste les omoplates. Bon, bref, il y a plein de méthodes pour adapter le niveau et pour justement que tout le monde puisse faire la séance. Aussi bien le débutant qui a jamais fait de sport que l'expert qui maîtrise le sport. Et sauf que moi j'aime trop être tout seul, hein. J'aime trop être tout seul et dans mon podcast la nuit, le matin, il n'y a pas de lumière. Je fais mes trucs dans mon coin, je marche. Pendant mes temps de récup, je marche. J'écoute un podcast, j'apprends des choses, je suis trop content d'apprendre des choses. Et ça, c'est mon kiff personnel qui est propre à chacun. Évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui recherchent cette communauté, le fait de se pousser ensemble, de voir d'autres personnes souffrir avec eux, de se surpasser, d'avoir un coach qui les motive. Moi, je m'en fous complètement. Moi, je fais mes trucs dans mon coin. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Là, je vois que ça me dérange absolument toujours pas de m'entraîner tout seul. Je fais mes trucs, je suis un robot. Voilà, comme dirait Bazinga, le taf est fait, le taf doit être fait. Comme dirait Im Tarzan aussi. C'est quoi déjà sa phrase? C'est si t'as la flemme, même si t'as la flemme, fais-le quand même. Moi, j'ai pas ça en fait. Je le fais en fait. Je le fais, c'est automatique, c'est devenu un réflexe. Et je me pose pas trop de questions. Et donc là, j'étais revenu dans un cadre, comme je l'ai dit, où c'était ultra cadré. Les séances, si tu fais ça, tu fais ci. Et le pire, je pense, bon, je critique pas les coachs, attention, hein, c'est juste que c'est pas qu'il y avait ni queue ni tête, mais si je faisais une séance de CrossFit, par exemple, à ma box de CrossFit, après, le lendemain ou dans 2 jours, si je faisais ma séance à ma salle de sport, des fois, les groupes musculaires, j'avais pas le temps de récupérer parce que les coachs, en fait, voilà, ils préparent des séances, il y a une certaine logique. Mais moi, quand je faisais mes séances vraiment bien planifiées, push-pull leg par exemple, voilà, tu as le temps de récupérer, push-pull leg repos, push-pull leg repos. Tu as le temps de récupérer, tu vois, entre la séance push et push, tu as 3 jours. Alors que là, des fois, tu vois, avec le crossfit et en plus la séance à la salle de sport et aussi à mon centre de formation, des fois la récupération c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Tu pouvais faire les épaules, tu peux faire un espèce de full body, après tu pourrais refaire un espèce de full body le lendemain. Voilà, c'est juste que de mon point de vue, il n'y avait pas une bonne concordance, il y avait pas, c'était pas bien relié. C'est pour ça que moi j'adore planifier mes séances, comme j'ai dit. Là, moi, actuellement, là, je suis en train de planifier mes séances pour enfin faire ma semaine que j'ai toujours rêvé en fait. Je te l'avais déjà dit en story, je crois, sur Instagram, mais je vais la redire ici en podcast. Moi, ce que j'aurais kiffé faire, on va dire, en termes d'entraînement, hybride. Hybride, ça veut dire que tu es capable d'avoir un bon cardio, d'avoir un bon renforcement musculaire, avoir une mobilité assez correcte. Et moi, ce que je voulais faire, c'était alors une séance full body le lundi, par exemple. Après, le mardi, je fais un footing. Le mercredi, je refais un espèce de full body, mais cette fois-ci, je me concentre plus peut-être sur push-pull. Et le premier lundi, je me concentre plus sur les jambes. Après, le jeudi, je fais une séance de fractionné avec des vitesses à respecter. Et après, le vendredi, repos. Et je tourne comme ça. Ça veut dire que là, je fais 4 séances, repos, 4 séances, repos, 4 séances, repos. Et là, c'est parfait en termes de planification pour moi parce qu'il y a du cardio, il y a beaucoup de cardio.
C'est-à-dire qu'il y a normalement 3 fois du cardio par semaine et il y a 3 fois du renforcement par semaine. Et là, c'est l'équilibre parfait. Ça veut dire qu'il y aura une semaine, il y aura une séance qui sera plus axée au niveau des jambes, full body jambes. C'est-à-dire que je mettrai plus l'accent sur les jambes. Et l'autre séance sera plus axée push-pull et push, par exemple, pull. Et l'autre, une séance de cardio basique, on va dire, oui, du footing, et une séance fractionnée seuil. Donc pour moi, ça c'est le programme parfait si tu veux être hybride, là que tu fais vraiment tout. Même si évidemment il manque des axes comme au CrossFit, j'ai pu le remarquer avec l'haltérophilie. La coordination, les schémas moteurs, les choses comme ça, je les ai pas forcément avec la barre, parce que je le fais pas, tout simplement. Mais là, si tu veux juste être bon en cardio et avoir une bonne masse musculaire, ce que je fais, full body, course, repos, c'est excellent. Voilà, franchement, je te dis, ça c'est mon programme de rêve un petit peu que j'essaye de faire, sauf que là, vu que actuellement, j'ai pas encore récupéré toutes mes ressources physiques, j'arrive pas encore à encaisser mes entraînements. Parce que ça fait quand même un gros volume d'entraînement. Ça fait quoi? Ça fait environ 4 entraînements, on va dire oui, voilà, 6 entraînements par semaine. Même si c'est pas les mêmes groupes musculaires, même si c'est pas les mêmes efforts physiques, quand tu n'es plus habitué à encaisser une heure, bah, encaisser des entraînements comme ça, bah, c'est chaud. Donc là, je reprends progressivement. Voilà. Ne soyez pas bêtes. Si vous faites du sport et que vous vous dites d'un coup, non, si vous avez jamais fait de sport et que vous vous dites d'un coup, waouh, tous les jours j'ai envie de faire du sport, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas Insanity. Surtout si vous êtes obèse ou en surpoids ou vous êtes tout fin et que vous essayez Insanity. Insanity, c'est le programme HIIT où tous les jours, je crois, moi, je connais pas par cœur le programme, hein, mais je crois que le mec s'appelle Sean, je sais quoi, je ne sais plus quoi, et tous les jours tu faisais du HIIT. C'est à te tuer les articulations, à te tuer le corps. Et même pour un sportif confirmé, faire Insanity, c'est très chaud. Donc reprends doucement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, chaque semaine, j'essaie de reprendre. Je vais pas à l'échec pour mes séances. J'essaie de me rapprocher de l'échec, mais pas de pas aller à l'échec. Je mets un volume d'entraînement qui est pas énorme. Ça veut dire que, voilà, de mon point de vue, c'est suffisant, mais voilà, c'est pas comme ça que je vais avoir des grosses courbatures des enfers pendant 3 4 jours. Donc je reprends progressivement, pareil pour la course à pied. Je reprends en footing avec des vitesses que je pense pouvoir gérer. Et après, au fur et à mesure, j'augmente un petit peu les distances de 10% chaque semaine. Et après, si je la sens pas à cette distance, bah, je fais un peu moins. Ou je marche. Voilà, j'essaie d'alterner un petit peu. Donc, je pense que là, on est pas mal sur cette période où c'était le bordel un petit peu dans dans ma carrière sportive, on va dire. Et j'aimerais rajouter cette information aussi, c'est que avec le CQPIF, vu que c'est assez dense, si tu fais une seule mention, ça va, tu peux encore continuer de faire ton sport, tes activités. Par contre, quand tu fais 2 mentions, c'est très dur de pouvoir continuer de faire du sport parce que tu as beaucoup d'heures à ton centre de formation, tu as beaucoup d'heures à ton stage. Et après, il y a le trajet et voilà, tu dois aussi apprendre des chorégraphies, le step, plein de choses. Et tu dois aussi réviser les cours, donc c'est très très dense. Donc c'est vrai que là, on est tous en train de faire, on est tous en train de devenir coach sportif, mais moi, j'ai jamais été aussi éclaté physiquement que pendant cette formation. Franchement, avant ma formation, j'allais dire, j'étais 1000 fois plus en forme, mais j'étais mieux, tu vois, mentalement et physiquement. Et là, faire des grosses journées, faire des stages, faire des activités que moi personnellement, je suis moins fan que mes propres plannings. Ça te met un petit peu un coup au moral. Et en plus, je me suis blessé. Donc ça m'a mis encore plus un coup au moral, vu que je pouvais pas m'entraîner, je pouvais pas faire ce que j'aimais. Et bref, tout ça pour dire que là, je suis en train de... En fait, aussi par rapport à ma blessure, j'aimerais te donner des points positifs. C'est que bah, ça m'a obligé à revoir mes entraînements autrement. Et oui, évidemment, bah, je pouvais quand même m'entraîner. Ça veut dire que ça me faisait très mal au début, vraiment pendant les 2 3 premières semaines. J'essayais juste de faire de la mobilité de poignet au sol, c'est-à-dire que je mettais mon poignet à plat au sol, j'essayais de le tourner dans un sens et dans l'autre, j'essayais de le tourner à 180 degrés et ça me faisait très mal. Et vraiment là, ça commençait vraiment à aller mieux, c'est qu'au bout d'1 mois, ça commençait vraiment à aller mieux. Et ce que j'ai appris de tout ça, c'est que j'ai acheté énormément de matériel pour la rééducation. Donc là, il y aura des petits silences parce que si vous regardez le format vidéo, en fait, là, j'ai les matériels devant vous. Donc j'ai acheté, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, un TheraBand. Un TheraBand, c'est un truc où en fait, c'est une espèce, tu vois, des éponges dans des torchons. En fait, quand tu presses un torchon, non, quand tu essores un torchon,
bah, ça te fait travailler ton grip et ton poignet. En fait, là, c'est un peu le même système, on va dire. J'ai acheté aussi des hand grip. J'ai acheté un hand grip, c'est le truc où en fait tu mets de la pression avec ta main pour tester un peu ta force de poignet, mais ça marche aussi pour la réhabilitation quand tu mets pas très lourd. J'ai acheté aussi une ball, j'allais dire une medicine ball, mais c'est une balle molle où justement bah, je peux appuyer dessus, on va dire. Et j'ai acheté un massage gun pour masser la partie qui me fait mal. Et au début, ça me faisait vraiment mal au niveau du bras, mais maintenant ça commence à aller mieux. Et aussi, je fais beaucoup de mobilité au sol au niveau bah, pour mon poignet. Et j'ai acheté aussi un angle 90. Je sais pas, bon, je vais pas le sortir maintenant, mais c'est une espèce de petit outil orange qui permet de faire la prise neutre quand en fait, tu peux l'attacher sur une barre et avec ça, tu peux faire la prise neutre. Donc voilà, ça m'a permis de retravailler mes entraînements et de passer exclusivement, quasiment en prise neutre. Et c'est pareil aussi pour les anneaux. J'utilise plus les anneaux maintenant, tout simplement parce que les anneaux, en fait, la surface est moins épaisse que une barre. En fait, les barres, en fait, ça dépend des barres de street workout ou des barres tout court, mais les barres en général sont assez épaisses. Et les barres pour les dips sont encore plus épaisses. Et en fait, le fait de les faire sur anneaux, faire des dips sur les anneaux, bah, ça me fait moins mal au poignet. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, il y a moins de surface. Et vraiment, ça me fait moins mal. Et bref, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au niveau des pectoraux, je sais pas pourquoi, mais maintenant, j'ai un étirement et c'est pas des courbatures, mais j'ai une espèce d'étirement qui me fait mal en fait. Ça veut dire que là, je peux pas vraiment travailler beaucoup en push, en poussée donc, parce que ça me fait mal au niveau des pecs. Je sais pas trop pourquoi. Et j'essaie de trouver des variantes pour me faire moins mal. Par exemple, les dips, ça me fait mal, donc je fais des pompes aux anneaux, ça me fait moins mal. J'essaie de varier un petit peu la prise. J'essaie de prendre la prise large, la prise serrée. Bon, la prise serrée, c'est pour les triceps, mais j'essaie de prendre la prise neutre normale, prise un peu plus large. J'essaie de trouver des variantes pour pas que j'ai mal. J'essaie de faire beaucoup d'étirements au niveau des pecs aussi. Et bref, comme quoi, en fait, quand tu arrêtes aussi l'entraînement, là, tu découvres des nouvelles douleurs. C'est fou. Et même aussi au niveau de mon dos, de mon grand dorsal, je crois que c'est au niveau de mon dos à gauche, bah, j'ai aussi des douleurs. Je sais pas trop comment j'ai senti ces douleurs en fait. Mais c'est quand j'ai fait la croix de fer. Non, c'est pas quand j'ai fait la croix de fer, je sais plus c'est quand. Je crois que c'est quand j'avais fait du stretching. En fait, j'ai senti que j'avais mal au niveau de mon dos. C'était bizarre aussi. Bref, comme quoi, en fait, faites du sport, continuez de faire du sport et arrêtez-vous jamais, sinon quand vous arrêtez, vous allez découvrir des douleurs qui sortent de nulle part en fait. Et oui. Donc la conclusion de tout ça, bon, j'ai pas du tout fini mon podcast. Donc comme je l'ai dit, je suis un pur mec de street. Finalement, oui, parce que quelles que soient les conditions, s'il pleuvait dehors, s'il faisait froid, bah j'étais toujours là. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un certain temps, bah vous savez en fait. Vous savez que j'étais là dehors, il pleuvait, il neigeait, je voyais rien, il y avait du vent, j'étais là. Et moi je pense, bon, je vais pas me la péter non plus, mais je fais partie des rares personnes qui n'ont pas trahi le street, même en hiver. Parce que ça m'est arrivé de discuter des fois avec des personnes qui font du street. Et en général, après, ils disent, ouais, en hiver, je suis en salle de sport. Et moi, j'ai pas trahi, tu vois, moi, j'ai pas trahi mes origines. Je reste, voilà. Bon, après, évidemment, tu vois, je ne crache pas sur les gens qui vont en salle de sport. C'est très bien de faire du sport dans une salle, t'es chauffé, t'as la lumière, t'as toutes les machines que tu veux. Mais moi, c'est mon kiff personnellement d'être dehors, d'être tout seul, parce qu'en fait, je sais que c'est dur. Je sais que c'est plus dur de le faire dehors, le sport, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il pleut. Et moi, ça m'aide mentalement à m'améliorer. Et je me dis aussi surtout, bah, si j'ai la force de pouvoir m'entraîner une heure et demie, bon, avec le trajet et l'échauffement, on va dire être 2 heures dehors, plus ou moins, bon, une heure et demie, 2 heures dehors. Et bah voilà, ça m'aide. Je me dis, bah, j'ai fait quelque chose de difficile. Et c'est grâce à ça aussi c'est cette habitude du sport, de faire du sport dehors, ça m'aide pour les autres habitudes. Et en fait, tu vois, je suis pas forcément les tendances. Finalement, tu vois, je suis aussi bah, ce que j'aime. Et c'est ce que je voulais te dire comme message. Des fois, tu vois, à travers les réseaux sociaux, tu suis peut-être des personnes pour leur esthétique, tu te dis, waouh, lui, ce mec, il est trop BG parce que il a des gros bras, il a des jambes de fou, il a des perfs de fou. Et toi, tu essaies de le suivre, en fait, mais c'est pas ce que toi t'aimes au plus profond de toi, tu vois. C'est juste parce que
tu veux être comme ce mec, tu vois, tu veux avoir ces 100 kilos de muscles secs, tu vois. Bon, après, peut-être qu'il est chargé aussi, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais disons qu'il n'est pas chargé et qu'il a un physique juste esthétique. Tu veux être ce mec parce que, en fait, tu te dis, waouh, quand il fait des vidéos, quand il est sur les réseaux, quand il parle devant la caméra, il donne l'impression d'être ultra confiant. Et peut-être qu'au fond, ce mec ne va pas bien. Peut-être que dans sa vie, peut-être relationnelle, amoureuse ou même amicale, peut-être c'est une façade. Et bref, et c'est ça que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, tu vois, moi j'ai trouvé le street, la course à pied, c'est des choses qui me correspondent à moi en tant qu'introverti, en tant que personnalité solitaire, individualiste, ça me correspond à moi. Et donc, toi, peut-être, qui m'écoute, c'est pas forcément la musculation qui te convient, ça peut être un autre sport. Je crois que je l'avais déjà dit dans un de mes podcasts, hein. Mais j'aime bien me répéter les choses, c'est comme ça que tu apprends. Peut-être que toi, tu aimes faire du badminton, du tennis, du stretching, du yoga, de la marche à pied, du rocking, de la marche nordique, faire de la randonnée, je ne sais pas, piscine, vélo, sport collectif, rugby, bon, bref, n'importe quel sport. Mais c'est de trouver en fait le sport qui te correspond à toi. Et c'est ça en fait qu'il faut faire et pas faut suivre les tendances. Ne sois pas un mouton, sois toi-même décideur, acteur de ta propre vie. Et donc, qu'est-ce que d'autre ai-je à dire par rapport à tout ça? Là, on arrive quand même. Là, je me suis dit aussi par rapport à mes podcasts que j'ai plus forcément envie de faire des podcasts longs. En fait, ça veut dire que quand je sens que j'ai plus rien à dire, bah je m'arrête. Et bon, là, je continue un petit peu. Je crois que j'en ai parlé un petit peu, tu vois, des pouvoirs, des habitudes, l'habitude de faire du sport. En fait, c'était vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est quand je l'ai perdu que je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment important pour moi. Parce qu'à partir de là, je commençais à être plus négligé. Ça m'arrivait de manger moins bien. Bon, je ne sortais pas non plus faire des fast-food tous les jours, hein. Le McDonald's, je ne connais pas c'est quoi, tu vois. Et les boissons non plus, je ne sais pas c'est quoi. Mais globalement, je mangeais des fois des pizzas. Et aussi, oui, ah, ça c'est un point important par rapport aux pizzas. Bon, étant donné que je fais énormément de sport, que je bouge, que je suis très actif et que j'ai une masse musculaire plus élevée que la moyenne, ça veut dire que même au repos, même quand je marche, je dépense plus d'énergie. Bref, je suis très actif et en gros, le soir, tu vois, ça m'est arrivé de manger des pizzas. Et je sais que inconsciemment, non, en fait, je sais que quand je mange des pizzas, en fait, les pizzas, vous savez, les pizzas, il y a beaucoup de sel, parce qu'il y a le fromage et la viande industrielle, bon bref. C'était pas des pizzas 5 étoiles non plus, tu vois, c'est des pizzas que tu peux trouver dans le coin et que tu achètes environ à 7 euros, bah, 10 euros la pièce, on va dire. Et si tu en achètes deux, tu peux les avoir pour 14 euros ou 15 euros. Bon, bref, des pizzas que tu connais, quoi, des pizzas classiques. Et en gros, tu vois, ça m'arrivait de commander le soir parce que après avoir fait une longue journée, bah, j'étais fatigué. Bah, comme pas mal de personnes, tu vois, si tu fais un 9-18 heures, bon, si tu rajoutes le trajet, on va dire tu fais un 7h30, 20 heures. Franchement, si j'avais pas fait mon Tupperware la veille et que le soir, en fait, j'avais du blanc de poulet, j'avais pas forcément envie de manger du blanc de poulet, tu vois. Et donc, des fois, je me faisais un petit kiff. Donc, le petit kiff, c'était des pizzas, des fois. Pas tout le temps, hein, mais quelques fois, ça m'arrivait. Peut-être, oui, bon, quelques fois. Et en gros, quand moi je mange des pizzas le soir, oui, là je raconte un peu ma vie, mais c'est le but du podcast aussi. En fait, il y a tellement de sel que, en fait, ça me donne envie de boire beaucoup d'eau. Et quand tu bois beaucoup d'eau, c'est quoi le problème? C'est que tu vas plus aux toilettes la nuit. Et donc, je dormais moins bien aussi. En fait, c'est un peu un effet boule de neige, c'est-à-dire la pizza, vu que en fait ça remplit aussi, c'est costaud, tu vois, une pizza. Bah, moi, en plus, j'ai essayé d'en manger deux. J'aime bien j'ai essayé d'en manger deux parce que les pizzas que je prenais, elles étaient assez costauds, tu vois. Et même une personne normale, tu vois, le mec, il m'avait dit aussi, le vendeur, une pizza, c'est pour deux trois personnes. Bon, moi, je la mange facile toute seule, la pizza. Mais j'en prenais deux. Et bon, j'ai jamais réussi à finir les deux pizzas parce que, en vrai, quand même, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était des bonnes pizzas. Une pizza, ça me suffit pas, mais une pizza et demie, ouais, ça me cale, on va dire. Et bon, vu la quantité de sel, et aussi, je mangeais tard le soir. Donc, je mangeais vers 20h, 21h, 22h. Bon, pas 22, ouais, bon, 21h, on va dire. Et moi, je me couchais vers 22h, 22h30, ou peut-être maximum 23h. Et donc, j'avais pas le temps de digérer, premièrement. Et deuxièmement, en plus, bah, comme je dis, il y avait beaucoup de sel et je buvais beaucoup d'eau. Donc, je dormais mal. Et donc, je mangeais mal et je dormais mal.
Donc la conclusion, c'était que, en fait, bah, fais ton Tupperware, hein. Et des fois, ça m'arrivait de pas faire mon Tupperware. Et quand je fais pas mon Tupperware, bah, ça m'arrive aussi d'acheter de la nourriture dehors. Bon, j'achète des trucs assez bons pour la santé, c'est-à-dire j'achète du pain, j'achète des carottes râpées, je mets du jambon de Paris, j'achète du pâté et je le mange. Voilà, plus ou moins. Bon, après, des fois, je fais d'autres trucs, hein, mais c'est vrai que ces temps-ci, j'ai aussi pris des croissants, j'ai pris des trucs comme ça. Bon, après, étant donné que j'ai une dépense calorique, franchement, elle est balèze, hein, ma dépense calorique. Je pense qu'il y avait des jours, il y avait un jour, j'avais dépensé au moins 3000 kilocalories, hein. Donc, 3000 kilocalories, même si j'avais mangé les deux pizzas, là, je pense, ça m'aurait rééquilibré les 3000 kilocalories. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, donc, en conclusion aussi, c'est de faire, de garder des bonnes habitudes. C'est-à-dire que le Tupperware, en fait, c'est simple. Il faut acheter des poulets quand il y a une promo, tu les cuisines un jour où tu es disponible, et après tu les congèles et tu les cuis. Et tout ce que tu as à faire après, c'est de les mettre dans le Tupperware, tu fais un peu de riz, un peu de légumes, et voilà. Mais c'est vrai que globalement, je faisais quand même mes Tupperware, attention, hein. Juste que des fois, je ne les faisais pas, et c'est dommage, parce qu'en plus, la nourriture est chère. Quand tu achètes dehors, c'est plus cher que quand tu fais toi-même la nourriture. Donc, tu vois, il y a plein de petits tips comme ça, on va dire, où tu dois faire des petits calculs. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, avec les deux pizzas, comme je t'ai dit, à 14 euros ou 15 euros, bon, on va dire les deux pizzas à 15 euros. En fait, tu achètes un poulet à 5 euros 20 quand il est en promo. Bon, je crois qu'il est à 5,99. Bon, on va dire 6 euros le poulet, non, 6 euros le kilo le poulet. Bah, un poulet fait environ 1,5 kg, plus ou moins. C'est-à-dire que tu prends un poulet, tu ne le manges pas en un jour le poulet. On est d'accord? Bon, à part vraiment, c'est un gros mangeur, mais même moi, je pense que je ne le mange pas en un jour le poulet. Et donc, voilà. Imagine, tu achètes un poulet, tu le manges en 2 jours. Bon, en 2 jours, largement, je le finis. Tu manges le poulet en 2 jours, tu mets du riz, tu mets des légumes. Donc en 2 jours, donc le plat du midi et le plat du soir, bon je compte pas le petit-déj, ça te fait environ 15 euros. Tu vois, si tu rajoutes le riz et les légumes. Et comme je l'ai dit, en fait, les deux pizzas, pour moi, ça coûtait 15 euros. Et je les mangeais en une fois quasiment. Donc ça faisait un repas. Alors que quand tu cuisines toi-même, et quand il y a une bonne promo, tu peux te faire 4 repas pour 15 euros. Si t'es un gros mangeur, tu vois. Bref, tu vois, c'est tous ces petits calculs-là qui te font réfléchir, tu vois, par rapport à la valeur de l'argent, parce que il y a plein de gens, des fois, tu vois, ils t'achètent des trucs, tu te dis, ouais, ça coûte 10 euros, ça te coûte 15 euros, 15 euros le repas, c'est pas cher, 10 euros le repas, c'est pas cher. Mais en fait, quand tu le fais toi-même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. C'est comme pour le fast-food. Là, ils vont. Tu vois, c'est fast-food, c'est de la nourriture rapide, mais c'est pas écrit fast cheap, tu vois, c'est pas écrit nourriture pas chère. Et en vrai, moi, pour moi, le fast-food, si j'y allais, de mon point de vue, moi, je devrais prendre 3 menus pour que ça me remplisse. C'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne 3 burgers, il faudrait que je prenne 3 menus frites et 3 boissons. Bon, je prends pas de boissons, je prendrais 3 fois de l'eau. Il faudrait 3 burgers et 3 frites, tu vois, pour me remplir. Et ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je pense que ça coûte pas loin de 30 euros, tu vois. Bon, on va dire, pour être gentil, 20 euros, tu vois, pour être gentil. Et encore, hein, je suis gentil, hein. Je pense que c'est plus cher. Et donc, voilà, tu vois. Donc, cuisiner et pour économiser, c'est bien. Et oui, donc est-ce que j'ai parlé du pouvoir des habitudes? Oui, oui, en parlant vite faitos je dis aussi souvent vite faitos, hein, du pouvoir des habitudes. Comme je l'avais dit, en fait, le fait de faire du sport le matin, en fait, ça me donnait un rythme dans ma journée. C'est-à-dire que ça rythmait ma journée. C'est-à-dire que je faisais mes bonnes habitudes, j'étais content, je faisais mon sport. Et après, je sais que tu vois, cette action était mon action principale de la journée. Bon, après, j'en avais d'autres, évidemment. Et je me suis aussi rendu compte que, tu vois, il y avait une période, je faisais beaucoup, beaucoup d'habitudes. C'est-à-dire que je faisais de la respiration, je faisais mon japonais, je faisais mon sport, après je marchais, après j'écrivais mon résumé de la journée, après je rangeais, je faisais la cuisine. Bon, bref, tu vois, j'avais plein d'habitudes. Et justement, en fait, en perdant l'habitude du sport, et en perdant, tu vois, l'habitude aussi de la respiration, d'apprendre le japonais, c'est dur aussi de retrouver ses habitudes. Comment dire? C'est-à-dire que là, tu vois, avec. Ouais, j'ai redit, tu vois. Ah, ça faisait longtemps. Donc là, c'est x7. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc je disais par rapport aux habitudes, c'est que là, j'ai arrêté ma respiration. Mais quand, en fait, je faisais ma respiration journalièrement, ça veut dire vraiment, pendant 60 jours ou 90 jours, j'ai pas loupé une seule respiration. Et il y a la preuve sur mon Instagram. Et aussi pour mon japonais, c'est pareil. Je crois que j'avais fait les deux en même temps. J'avais pas loupé une seule fois l'apprentissage des. Quand je dis l'apprentissage, mais la révision des chansons en japonais pour habituer mes yeux à des kanji, katakana, hiragana, vocabulaire.
Et d'un coup, en fait, j'ai arrêté la respiration. Et d'un coup, j'ai aussi arrêté l'apprentissage du japonais. Et aussi, d'un coup, tout simplement, bah, j'ai perdu ces habitudes. Ce qui veut dire que ma respiration, vraiment, je la fais quasiment plus. Et le japonais, je regarde des animés, je regarde Maison Ikoku en japonais. Donc je t'aime en japonais. Ça me permet quand même d'entendre du japonais, de maintenir un petit peu l'apprentissage du japonais. Mais je fais plus vraiment les musiques et je fais plus vraiment des cours. Et tout ça pour dire en fait que quand tu lâches une habitude, c'est tellement dur de la reprendre. Mais une fois que tu l'as, elle est ancrée. Là, tu vois, le sport, là, maintenant, cette habitude de refaire du sport, là, elle est revenue, elle est vraiment revenue rapidement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ma passion, c'est une passion. Et je l'ai au plus profond de moi. C'est pas tout le monde qui l'a. Et bon, ça, c'est peut-être lié à ma vie, à ma personnalité et caractère, plein de trucs. Mais voilà. Donc là, je pense que c'est bon hein, par rapport au sport. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Là, après, peut-être que je pourrais faire un podcast sur vivre tout seul depuis 3 mois. Oui, bon, je vais en parler aussi. Là, ça va être un petit peu un podcast où je donne un peu mes actualités, hein, tout simplement. Mais là, j'ai vécu tout seul pendant plus de 3 mois. Quand je dis tout seul, ça veut dire qu'avant, je vivais avec mon frère. Dans ma tête, des fois, je pense au mot tu vois hein, dans ma phrase, mais sauf que vu que j'y pense et que je l'ai écrit devant moi, je le dis pas, mais je vais essayer de faire attention à mon langage. Oui, donc je disais que je vivais tout seul depuis 3 mois, et c'est la première fois de ma vie que je vis tout seul. Bon, c'est pour ça que après avec des podcasts, oula, c'est pas très français, mais j'ai fait des podcasts avec d'autres personnes, et j'ai dit que j'étais en retard dans ma vie dans plein de domaines, et pour moi aussi, en fait, je pense que vivre tout seul, c'est quelque chose de très important à faire le plus tôt possible dans sa vie pour te rendre compte et pour prendre de conscience à quel point, en fait, tu te fais carry par ta famille. Quand je dis tu te fais carry par ta famille, c'est qu'en général, bon, ça dépend des gens, mais on parle de la famille moyenne, avec des guillemets, c'est que jusqu'à 18 ans, tu fais plus ou moins des études. Après, je sais qu'il y en a qui font des CAP, il y en a qui travaillent, sont en alternance. Bon, on va dire que tu es au lycée jusqu'à 18 ans en général. Bon, on va dire 19 ans si tu redoubles. Et en gros, bah, ta famille s'occupe de tous tes besoins normalement. Ça veut dire qu'elle te loge, elle te nourrit, et voilà, elle a aussi un rôle de soutien qui t'aide dans la vie, de confident, des choses comme ça, si t'es proche de ta famille. Et c'est vrai que, tu vois, si tu as 18 ans, on va dire non, waouh, je m'égare un petit peu. Imagine, tu vois, tu as 18 ans et que finalement, là, tu quittes ton nid pour faire des études supérieures ou même pour prendre un logement, pour travailler. En fait, c'est la réponse. Voilà, j'ai du mal à parler, désolé. Je crois que je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi, parce que c'est très important l'eau. Je m'égare, mais à 18 ans, imagine que tu commences à avoir des responsabilités et que tu. En fait, moi, je dirais à mes enfants, de toute façon, bon, en gros, quand ils ont fini le bac, de prendre une année sabbatique pour justement explorer, soit explorer le monde, soit travailler et vraiment apprendre des compétences autres que l'école parce que c'est important de sortir un peu de ce cadre parce que toute notre vie, de 0 à 18, t'es dans l'école et là, à 18 ans, en général, tu as la possibilité de choisir un peu plus tes choix. Tu vois, tu commences à être grand. Tu commences, hein. Après, évidemment, tu es encore un gamin dans ta tête parce que t'as pas d'argent en général, tu payes pas ta nourriture, tu payes pas ton loyer. T'es encore un gamin, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est important, tu vois, je pense, de voyager, de travailler, de découvrir des nouvelles choses et même travailler pour comprendre la valeur de l'argent et pour avoir une expérience professionnelle. La première expérience professionnelle, bon, peut-être après à 15 16 ans, il y en a, ils ont déjà des expériences professionnelles, c'est possible. Mais si t'as pas travaillé avant, voilà, découvrir, c'est fait quoi de faire des semaines de 15 heures, des semaines de 35 heures, de faire des tâches un peu répétitives et développer. J'ai failli éternuer. Donc de développer aussi d'autres compétences, que ce soit sur les réseaux sociaux, voyager, tu vois, économiser de l'argent peut-être pour voyager, découvrir des nouvelles personnes. Et c'est ça en fait. Et c'est ça que je dis par rapport au retard, c'est que moi j'ai pas vécu tout ça. Bon bref, voilà, je vais pas raconter ma vie dans ce podcast. Mais donc c'est la première fois que je vis tout seul, vraiment tout seul, tout seul.
Et je les ai pas trop sentis. En fait, on va dire le mois de septembre, je l'ai pas beaucoup senti. Quoique si, j'ai dû le sentir, j'ai dû oublier depuis. Mais octobre et novembre, j'ai vraiment pas senti le fait de vivre tout seul parce que j'étais tellement occupé. Tout simplement, bah, j'allais à mon centre de formation vendredi, samedi, dimanche. Après lundi, mardi, jeudi, j'allais à mon stage, à ma salle de sport. Le mercredi, j'allais à mon stage au théâtre. Donc tous les jours, j'étais occupé. Et en plus, moi, je fais beaucoup de trajets. Je fais beaucoup de trajets, ça veut dire que... Bon, beaucoup de trajets, je fais pas non plus 10 heures de trajet par jour. Mais je faisais beaucoup de vélo pour aller à ma salle de sport. J'allais en vélo aussi à la gare. Après, pour aller à mon stage de théâtre, j'allais en vélo. Je marchais beaucoup. Et je prenais les transports. Donc ça me rajoutait facilement dans la semaine 2 heures par jour de transport. Donc ça faisait 14 heures, plus des semaines de 40 heures au moins. Donc ça faisait des semaines, ouais, facile, de 60 heures, tu vois, avec les transports compris. Et j'allais voir le psy le lundi aussi. Donc voilà, ça me faisait vraiment beaucoup de choses, on va dire. Et après, je devais aussi bah, faire la cuisine, faire du rangement, faire des podcasts de temps en temps, des petits trucs, réviser mes cours, écrire mon résumé de ma journée. Donc vraiment, j'étais dans une routine où j'avais pas le temps de penser. Et je pense, j'ai une petite répétition, mais justement, quand tu as beaucoup de temps, c'est là que tu réfléchis à plein de choses, un peu, tu, tu te poses des questions. Tu vois, là justement, je suis en vacances, j'ai plus de temps. Et là, je tourne mon podcast, je fais mon podcast, je fais du montage son sur Audacity pour les podcasts, je fais mes vidéos podcasts, etc. Je fais mes petits trucs, j'écris mon résumé de ma journée, j'essaie de suivre des formations en ligne, j'essaie de créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essaie de développer un petit peu des idées pour faire du coaching en ligne, plein de petits trucs que je teste par-ci par-là, parce que là j'ai du temps. Donc finalement, tu vois, je suis occupé, mais en même temps, je suis pas si libre que ça. Même si, en fait là, je suis un peu en mode auto-entrepreneur où c'est moi qui gère mon temps et je fais ce que je veux et que je dois utiliser mon temps intelligemment. Et donc, comme je l'ai dit, je l'ai pas senti les 2 mois de novembre, octobre. Octobre-novembre, je les ai pas sentis parce que j'étais vraiment occupé. Et là, début décembre, je l'ai pas trop senti aussi. Mais là, comme j'ai dit, là, je suis plus à la maison. Je le sens plus. Même si j'ai des choses à faire. Et donc, ouais, ça me dérange pas autant que ça, hein, d'être tout seul en soi, parce que avec mon podcast, ça me permet aussi d'inviter des personnes chez moi, ça m'est arrivé, pour avoir des bonnes conversations. Je dois réfléchir aux questions que je vais leur poser, parce que c'est pas au pif, vu que je connais un peu les personnes, j'essaie de m'adapter aux personnes, de poser des questions qui m'intéressent par rapport à eux, et aussi de m'adapter par rapport à la personnalité. C'est vrai que le podcast en duo, c'est quelque chose de vraiment, j'allais dire de vraiment extraordinaire, mais c'est vraiment quelque chose de spécial où ça dépend vraiment de l'interlocuteur en face, comme toi tu peux le voir, comme vous pouvez le remarquer. Moi maintenant, je suis devenu capable, ça se dit, je suis devenu capable, je suis capable, pardon, de monologuer tout seul à partir de pas grand-chose. Là, bon, tu le vois pas, mais il y a mon écran, j'ai pris des notes pour des choses, on va dire, voilà, j'écris dans cette podcast. Dans cette podcast, ça veut dire arrête de procrastiner. J'écris CrossFit, haltérophilie, parler du CQP, suivre enfin la planification que j'ai toujours voulu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je t'ai déjà dit, rééducation, massage gun, vivre tout seul. Conclusion, faire ce que tu aimes et pas suivre les tendances. Je pense que je suis un peu un mec de street workout, pouvoir des habitudes, respiration, musique, perdre de l'habitude de faire du sport. Tu vois, j'ai juste écrit des petites idées et après je les développe comme je te le fais actuellement. Et oui, donc je parlais du podcast en duo. En fait, le fait d'être avec quelqu'un et de pas savoir comment il va répondre et aussi s'il va réussir à développer les arguments ou pas, c'est pas vraiment stressant. C'est un espèce pas vraiment de jeu, mais je me dis c'est un exercice vraiment. Si la personne est extravertie et qu'elle a beaucoup de vécu, là ça part tout seul. J'ai vraiment eu avec certains invités, j'ai vraiment pas eu besoin de lancer des questions en fait. C'était vraiment une conversation, c'était fluide, très fluide. Et avec d'autres, c'était vraiment plus interview, question-réponse. C'est vrai que c'est un exercice, comme je l'ai dit, vraiment passionnant. Vraiment, comme le podcast solo, en fait, chaque personne en interview, ça m'apprend quelque chose sur moi-même et ça m'apprend aussi quelque chose sur l'autre, sur comment moi j'interview. Comme je l'avais dit, les tu vois, c'est comment moi je gère la conversation, comment aussi bah, je m'exprime et comment.
En fait, là, peut-être le micro, je viens de me remarquer, on voit pas ma bouche. Peut-être que je devrais être un peu plus haut, mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est des compétences à apprendre. Et que ça t'apprend aussi beaucoup l'empathie, de te mettre à la place de l'autre, d'écouter l'autre et que tu ne sois pas le personnage principal, en fait. Quand j'essaie de faire une interview. Bon, après, quand c'est une conversation, je peux converser avec l'autre. Ça veut dire que on est sur un pied d'égalité. Je parle, il y a du donnant-donnant. Par contre, quand c'est interview, j'essaie de me mettre plus en retrait, même si évidemment, il y a des moments où je prends la parole, je développe sur des choses, parce que ça m'intéresse aussi. Tu vois, il y a des sujets, voilà, sur l'entraînement, sur les progrès, poser des questions, après ça vient comme ça, tu vois, si c'est par rapport au sport. Mais j'essaie de pas prendre trop l'ascendant. Tu vois, si c'est interview, j'essaie de mettre l'autre en valeur. Tu vois, tout ça, c'est des réflexions, tu vois, que je te donne et que peut-être que tu ne vois pas à travers. En fait, c'est seulement quand tu fais quelque chose, j'aime bien dire cette phrase, c'est seulement quand tu fais quelque chose que tu te rends compte à quel point c'est difficile. Tu vois, pas vraiment difficile, mais que derrière tout ça, si tu veux bien faire, il y a beaucoup, beaucoup de réflexion. Là, on va arriver à 55 minutes 55. Franchement, ça me perturbe tellement de voir le temps. Bon, j'ai déjà dit plein de fois, mais bon, ça me perturbe. Et c'est quand tu fais les choses, en fait, là, c'est pareil pour le montage audio. Par exemple, tu vois, quand je te fais un montage vidéo de cette vidéo que je te mettrai sur ma chaîne YouTube, bah, je sais que je devrais passer sur un logiciel pour convertir en tant que, pour amplifier le volume sonore de la vidéo. Parce que tout simplement, le volume sonore de la vidéo, quand j'enregistre tel quel, il n'est pas assez fort. Donc je devrais l'augmenter. Et toi, tu le sais pas en fait. Tu vois, tu as la vidéo, tu as le résultat final, mais tu vois pas toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Tu vois, pour Audacity, c'est pareil. Je dois amplifier le son, je dois harmoniser le son. Après, des fois, je dois faire des petits cuts, je dois enlever des petits passages. Et aussi, pareil, pour les interviews, je me suis rendu compte que des fois, il y a des moments qui sont un peu, j'allais dire, Instagrammables, mais qui sont un peu shortables. Pas qui sont vraiment des petits moments où vraiment ça dure 1 minute et que tout simplement, bah, c'est ça à mettre sur les réseaux c'est pour ça qu'il faut mon petit carnet pour noter à quel moment en fait la personne dit la chose intéressante, on va dire, dit la chose intéressante. On dirait que durant 2 heures de blabla, il n'y a qu'une minute intéressante, mais des fois il y a des moments où ils sont un peu plus crispy. Non, c'est pas ça le mot. J'allais dire creepy, mais plus croustillant, tu vois. Ah, j'ai redit, tu vois. Mais il y a des moments où c'est plus croustillant et voilà, il faut les noter. Il faut noter le moment où ça a été dit. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher dans la timeline de Audacity. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Comme j'ai dit, bah fais et tu t'en rends compte des choses. Et là, je suis très content de faire ce podcast et de parler en solo. Ça faisait vraiment très longtemps, comme je l'avais dit au début de podcast, que j'avais pas fait ça. Et que en plus, tu vois, c'est très difficile des fois de parler sur sa vie parce que quand tu fais un podcast, en fait, si tu essaies de faire un podcast hebdomadaire chaque semaine ou même toutes les 2 semaines, il faut que dans ta vie il se passe des choses et que tu aies le recul nécessaire aussi d'analyser les choses et de pouvoir tirer des conclusions et de pouvoir aussi te dire ça c'est intéressant, tu le dis, et qu'est-ce que j'ai appris. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu sur une chose bah, que je ne vais pas dire que c'est important, mais j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Bon, je vais pas reparler du théâtre, mais là, je vais revenir un peu sur mon université, parce que actuellement aussi, je suis étudiant en 3e année en pluridisciplinaire. Et tout simplement, bah, je suis revenu à mon université parce que, en fait, il y a un cours qui s'appelle. C'est quoi déjà le nom de ce cours? C'est accompagnement de stage. En fait, moi, j'ai un stage à rattraper pour ma L3, donc pour ma 3e année de licence. Et je suis retourné à ce cours. En fait, c'est le seul cours que je retourne, on va dire. Et j'ai revu mes profs. Donc j'ai revu mes profs là-bas. Et bon, on était en effectif réduit. On était, je crois, 5, 6 dans le cours. Parce qu'il y avait beaucoup d'absentes. Parce que c'est une classe exclusivement féminine. Il n'y a pas de mecs dans la classe. Parce que, en fait, c'est une licence pluridisciplinaire où la plupart vont devenir professeurs des écoles. Et comme toi, tu le sais, comme vous le savez, en gros, prof des écoles, 80. Bon, je ne vais pas dire des statistiques sorties de mon chapeau, mais il y a énormément de femmes qui vont dans cette voie, tu vois, dans le métier, dans les métiers sociaux. En général, il y a beaucoup de femmes et il y a très peu de mecs. Et là, c'était la preuve parfaite que, en fait, il y avait quasiment, bah, il y avait que des femmes, tu vois. Et en gros, moi, je devais expliquer un petit peu mon stage et comment je l'ai vécu, les points à en tirer, des situations à analyser. Donc,
Je devais être devant ma classe, je devais exprimer un petit peu mes idées à l'oral, en improvisation. Et mes profs étaient très contentes de la manière en fait dont je me suis développé. Parce que là, tu vois, à travers ce podcast, t'as l'impression peut-être que je suis un mec ultra à l'aise, tu vois, qui maîtrise la vie, qui gère les situations, qui arrive à s'exprimer de manière correcte et qui maîtrise un argumentaire. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, tu vois, même l'année dernière, déjà, pour parler de certaines choses, je pense que j'avais du mal. Mais je sais que j'ai bien progressé, tu vois, dans mon oral, dans ma prise de parole, parce que, tout simplement, bah, j'ai pris des décisions dans ma vie, tu vois, qui m'obligent à être sur le devant de la scène. Tout simplement, tu vois, en faisant un podcast, par exemple, bah, ça m'oblige à parler, à monologuer, à développer des idées. C'est pareil en interview, ça m'oblige à avoir des conversations avec des gens. Dans mon stage aussi, dans ma salle de sport, bah, j'aime bien dire, j'étais obligé, mais je parlais à tout le monde. Bah, j'essayais de parler à tout le monde. Et après, des fois, j'avais des conversations avec les gens pendant une demi-heure, une heure, ça m'arrivait. Bon, après, je demandais toujours aux gens si je les dérangeais. Et c'est pareil au théâtre, tu vois, ça m'a permis aussi de voir le surpassement de soi, de voir des personnes, tu vois, qui se confrontent à leur peur. Tu vois, t'es devant la scène, t'es tout seul, tout le monde te regarde, et quand t'es adolescent, quand t'as 12 13 ans, 12 14 ans, t'as peur du regard des gens. Et j'ai vu ces personnes, en fait, affronter le regard des gens. J'ai vu ces personnes, bah, tout simplement, se confronter à leur peur, être là, ils étaient pétris par la peur, mais ils ont quand même fait. Tu vois, le théâtre, c'est une métaphore incroyable, un peu de la vie, où justement, t'es devant, des fois t'as peur, tu dois jouer un personnage, t'as un masque, mais dans toutes les situations que tu as dans ta vie, tu vois, que ce soit professionnel, social, tu portes toujours un masque. Et à chaque fois, tu vois, même là, tu vois, quand je te fais ce podcast, j'essaie d'être le plus authentique et sincère possible, vu que là, je parle pendant une heure tout seul. Donc, normalement, je peux pas mitonner, je peux pas te mitonner pendant une heure. Mais voilà, tu vois, quand t'es prof, t'as un masque à porter. Quand t'es coach, par exemple, t'as un masque à porter. Quand t'es avec tes amis, bon, normalement, t'as pas forcément de masque à porter, mais on sait jamais. Des fois, tu te comportes pas de la même manière en fonction des personnes, c'est normal, même avec des inconnus. Donc, tu vois, t'as toujours un masque, et le théâtre, c'est la métaphore de ça, tu vois, t'as un masque à porter, et finalement, joue ce rôle, et joue-le à fond, tu vois. Ne pense plus à qui tu es, et pense juste à ton rôle et à ce personnage que tu incarnes, tout simplement sans aucune restriction et sans aucun, comment dire, sans aucune peur. Avance et affronte tes peurs, voilà. Et donc c'est grâce à tout ça en fait que ça m'a permis de gagner confiance en moi. Bon après aussi durant cette année j'ai crié tout seul dans la rue. Non, j'étais accompagné de personnes et j'ai crié dans la rue. J'ai fait mon marathon. Tu vois, j'ai fait plein de trucs pour essayer de me développer, comme je l'ai dit. Et c'est ça, en fait, toutes ces activités, c'est toutes ces choses-là qui font que maintenant, tu vois, je suis plus à l'aise, même si il y a des trucs, je suis toujours pas à l'aise, mais je sais que je pourrais les surmonter parce que j'ai déjà surmonté plein de choses. Et c'est ça la conclusion de mon podcast, c'est soit dans l'action, avance. Et la meilleure façon d'apprendre et de se développer, c'est pas forcément d'écouter des podcasts, c'est pas forcément de lire des livres, c'est de faire, tu vois, c'est de te dire, bah, dans un moment donné, bah, voilà, tu vois, moi, par exemple, j'ai écouté des milliers d'heures de podcasts. Je crois qu'en jour, je suis à plus de 100 jours de podcasts, tu vois. Ah, j'ai redit, tu vois. Et finalement, la chose qui m'a vraiment permis de progresser le plus, c'est de lancer mon propre podcast. Parce que, en fait, en lançant mon podcast, ça m'a obligé, j'aime pas dire le mot obligé, mais ça m'a permis de contacter des gens, en fait, de leur proposer tout simplement, et d'être dans, comment dire, dans l'action. Parce que, en fait, si j'avais jamais lancé mon podcast, il y a des personnes que j'aurais jamais revues. Il y aura des personnes avec qui j'aurais jamais eu des conversations. Ça, ce que je suis en train de dire actuellement, c'est Instagrammable. Ah, le mec, il est devenu tellement machiavélique, c'est fou. Mais comme je l'ai dit, oui, c'est ça en fait, ça t'oblige à être dans l'action, et prendre des décisions et aller vers les gens. Tu vois, de faire ce podcast, ça m'oblige à aller vers les gens parce que, voilà, des fois, des gens me suivent peut-être de loin, je sais pas, peut-être que c'est faux ce que je dis, hein, je sais pas si des gens me suivent vraiment sur Instagram, mais j'allais dire tu vois, mais là j'ai pris le temps de réfléchir. Justement, aller vers les autres, ça ne coûte rien. Même envoyer, tu vois là, ah j'ai redit tu vois, c'est pas possible.
Tu vois, ce podcast, c'est une espèce de thérapie pour moi. C'est un journal de bord, c'est une thérapie, c'est, c'est le moment, tu vois, c'est le 26 décembre 2023, c'est comme ça que je suis. Et après, bon, je sais pas si dans 5 ans ou 10 ans, je serai encore un podcasteur, mais en tout cas, si je revois cette vidéo, ce podcast, je me dirais, quand j'aurai 30 ans, 35 ans, je me dirais, ah, tu vois, le Kwang d'avant, il était comme ça, il était pétri de doutes quand il avait lancé son premier podcast, il avait du mal, mais maintenant, il a fait 10 podcasts, il a fait 20 podcasts, il a fait 50 podcasts, il a fait 100 podcasts. Et au fur et à mesure, il est devenu plus lui-même, parce que il a compris que les gens déjà bah, s'en foutent de ton podcast, et que au fur et à mesure, t'apprends à être libre avec le podcast, t'apprends à parler librement, de plus avoir de restrictions, d'être plus toi-même, parce que comme je l'ai dit, t'es obligé d'être authentique. Et c'est seulement, comme j'ai dit, en lançant les choses que tu te rends compte de ce que ça t'apporte. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu te poses juste 100 milliards de questions. Et moi maintenant, j'ai moins ces peurs de me lancer parce que j'ai déjà lancé plein de trucs. Bon, j'ai pas lancé des gros trucs de fou, des entreprises de malades, mais je me suis déjà lancé sur YouTube, sur Instagram, sur maintenant les podcasts. Là, je me lance sur d'autres projets et c'est vraiment, en fait, le fait d'agir, comme je le dis, c'est ça ta plus grande force et c'est ça justement qui va te faire progresser. C'est pas lire 100 milliards de trucs. Parce que tu vois, j'ai des amis, bon, connaissances, amis, bon, on va pas lancer un sujet dessus, mais j'ai un ami qui est beaucoup un peu dans la psychologie, développement personnel, relations humaines, en lisant, en écoutant beaucoup d'audiobooks, livres audio, en lisant des livres avec sa liseuse, ou en écoutant, non, je crois qu'il n'écoute pas trop de podcasts, mais comme je l'ai dit, si un mec te parle par exemple des relations humaines avec les autres, en fait, c'est lui qui progresse parce qu'il a fait les actions. Et si toi t'écoutes, c'est bien, évidemment. Mais après, si t'appliques jamais, tu vas jamais progresser. Tu vois, dans les relations humaines, c'est pareil, tu vois. Ah, j'ai redit, tu vois. Arrête, mec. Mec aussi, je le dis. Mais comme je le disais, oui, en fait, si tu le fais jamais, tu progresseras jamais. Donc c'est ça un peu la conclusion de tout ça. En tout cas, bah voilà, hein, mine de rien, je pensais que j'avais pas grand-chose à dire. Et en fait, si, j'ai toujours des choses à dire. Donc, j'espère que pour cette... Bon, j'ai pas fait le bilan de l'année, hein. Je vais pas faire dans ce podcast le bilan de l'année 2023, parce que sinon, ça sera trop long et il faut que je réfléchisse un petit peu à des idées par rapport à ça. Mais là, j'espère que, bon, au moment où ce podcast sortira, Noël sera déjà passé depuis longtemps, la nouvelle année depuis longtemps, mais je tiens à le préciser, nous sommes le 26 décembre 2023 au moment où j'enregistre cet épisode. Et je te souhaite un joyeux Noël en décalé, une bonne année en décalé. Et en tout cas, bah voilà, prends soin de toi et j'espère que tes projets se réaliseront. Et n'oublie pas, la plus importante des choses, c'est pas de regarder la vie des autres, mais c'est d'agir sur sa propre vie pour que toi-même tu aies des résultats pour avancer dans la bonne direction. Allez, salut, salut!